La ville de P était située sur une langue de terre, épaisse et haute, crevant la mer de sa pointe effilée. C'est là que se trouvait, au ras de l'eau, la Baïcha, ou l'ancien quartier portugais, prête à recevoir les marchandises acheminées par un cargo en provenance du sud. À son arrivée, le port se remplissait d'autos, de charrettes, de cris et d'animations. Puis les colis venaient remplir les réserves des boutiques vides depuis quelques jours. La rue de la Baïcha, large et la plupart du temps déserte, s'animait d'une vie éphémère qui durait l'espace de temps nécessaire à faire naître un autre espace, poussiéreux celui-ci, entre les articles déposés dans les casiers et sur les étagères de ces boutiques qui, toutes identiques les unes aux autres, tentaient d'écouler les mêmes produits. La Baïcha s'endormait ensuite sous le soleil pesant de l'Afrique, le ventre gonflé et immobile comme un long serpent abruti par une viande trop abondante. Les commerçants attendaient alors le prochain cargo, sans y penser vraiment, assurés qu'ils étaient de sa venue à une date incertaine. Les portes et les fenêtres bleues des magasins ne s'ouvraient plus qu'avec la lenteur des ailes d'un papillon au repos, sans suivre aucun horaire. Quelques enfants vendaient des cacahuètes aux rares passants, tout en surveillant, avec la constance que peuvent avoir les enfants dans l'attente d'une arrivée annoncée et sans cesse ajournée, l'embouchure de la mer par laquelle le cargo apparaîtrait tout d'un coup, de derrière un rocher qui semblait disposé là, à dessein, comme une porte de ville ancienne. Les marchandises s'écoulaient de cette unique rue en pierre, rectiligne, dont les vérandas écroulées, les trottoirs crevés, les blanches façades vérolées attestaient d'un passé éclatant, vers le reste de la ville brune, faite de paillotes en terre battue, qui se confondaient avec le sol, de telle sorte que l'on ne voyait de loin qu'une étendue bosselée. Les étalages en bambou s'y remplissaient de piles vendues à l'unité, de bougies, d'articles contrefaits, de savons et d'éponges, et de toutes ces choses d'un autre monde devenues indispensables aux habitants. L'air de la Baïcha, tendu comme une peau tannée, était gonflé d'un silence dans lequel les cris des vendeurs de la ville en terre battue se répercutaient. Sourds et profonds, ils rappelaient la vie que l'ancien quartier colonial en déperdition avait insufflée en dégorgeant dans un hoquet les marchandises englouties momentanément dans ses bajous avides. Plus haut, la maison du gouverneur, posée en équilibre sur la colline surplombant la Baïcha, paraissait se balancer mollement sur cette barque terrestre selon que le soleil la dessinait de ses rayons levant ou couchant. Surélevée et vacillante, elle avait l'allure d'un gâteau crémeux porté à bout de bras. Vue d'en bas ou de loin, derrière les grilles éloignées des murs par un grand parc, elle semblait blanche, comme fraîchement repeinte, ce qui lui valait le titre de Palacio, alors qu'en s'approchant, il était facile de voir qu'une lèpre grisâtre se détachait de la profondeur des cloisons, ressortant à la lumière comme sous l'effet d'un révélateur chimique. Nul ne savait que la maison avait la maladie propre aux anciennes et belles bâtisses qui, s'attaquant d'abord au mur, s'enfonçaient lentement dans les fondations en suivant le sillon tracé par les averses saisonnales et feraient d'elle une ruine avant la fin du siècle. Mais même alors, fissurée par l'acidité des années et grignotée par la négligence de ses gardiens, on continuerait de l'appeler le Palacio, en mémoire d'autrefois et en regard des cases que 3 saisons de pluie suffisaient à avachir. Les drapeaux, lourds d'humidité, indiquaient la présence du gouverneur dans la maison. Celui-ci cependant préférait le climat frais du sud du pays à l'air essoufflant de paix, et se retirait fréquemment dans sa résidence de Maputo pour ne monter au palace qu'en période d'élection ou de fête nationale. On sortait alors les drapeaux de la cave. Ils se déployaient péniblement, encore enroulés sur eux-mêmes et collés par la moisissure dont ils répandaient les germes bleutés dans la chaleur. Les soldats se mettaient en faction devant le portail, un fusil mitrailleur suspendu à l'épaule et un casque aux initiales de l'armée nationale attaché au menton par une lanière trop longue. En ces temps de stabilité, ils n'avaient qu'une fonction représentative, claquant des talons comme les drapeaux claquaient au vent au passage du gouverneur.
Le reste du temps, il déambulait devant l'enceinte, de la démarche ondulante des hommes de ce pays qui n'attendaient pas de ses soldats une raideur et une immobilité contre nature. Il devait en revanche endurer toute la journée le soleil qui, sur le coup de midi, abattait sa plaque d'acier jusque sur leur peau noire, la faisant luire comme un bois poli. Au soir, la plaque se retirait lentement dans le ciel, tractée par des filins invisibles qui se dévideraient à nouveau le jour suivant. Elle grillait les chairs des soldats. Leurs bras et leurs visages fonçaient encore, si cela était possible, exposés en sentinelle dans le respect du devoir éternel de surveillance des sous-grades, les bas de classe de la hiérarchie militaire dont l'autorité ne s'exerce que sur une étendue vide, dont un danger de principe, invisible et virtuel, tient leurs paupières ouvertes malgré la brûlure de la sueur et de l'épuisement qui rougit les yeux, une brûlure tempérée par de rapides clignements, alors que le seul remède eût été un repos prolongé. Il était midi. La ville dormait du sommeil profond du vagabond qui, saoul de fatigue, s'est écroulé en bordure du chemin. Le soleil buvait aux flaques boueuses laissées par les dernières pluies de la saison. Les habitants de paix se cachaient dans les trous d'ombre de leurs cases à moitié détruites par la mousson passée. Alors que la rue en dur se régénérait de cette abondance d'eau qui lavait les murs, évacuait les déchets accumulés sur les toits par des vents fous et dissolvait la poussière en la drainant dans un flux terreux jusqu'à la mer, la ville en terre s'affaissait sur elle-même. Les maisons semblaient fondre comme des savons, et il ne restait alors que des mottes sableuses, écrasées par le poids de l'eau et par le toit de chaume alourdi d'une humidité pourrissante. On redressait ces baleines éventrées dont les os de bambou saillaient de toutes parts, entassant des mains et des pieds les parois avachies, en relevant le toit mouillé. Mais elles restaient bancales, jusqu'à ce qu'une pluie de trop les abatte définitivement, contraignant à une pénible et coûteuse reconstruction. À cette heure-là, il y avait des hommes allongés partout, sous les voiles rapiécées de leurs bateaux, ou sous une carcasse de voiture abandonnée et dépouillée de ses pièces arrachables, tous occupés à fuir, en se plaquant au sol, la flamme du chalumeau dont le souffle dirigé du haut du ciel était à son intensité maximale. Il y avait encore quelques femmes pour chercher de l'eau à la fontaine, la tête rigidifiée par la lourde charge posée sur leur crâne pelé d'avoir trop porté, et marchant d'un pas étonnamment ferme jusqu'à leur case où elles distribuaient l'eau, qui bien qu'elle vînt de la fontaine, n'en était pas moins trouble, dans les bouches craquelées, comme un tableau vieilli des enfants abrutis de chaleur. Depuis chaque case, on entendait le son aigu des radios dont les musiques craquotantes et répétitives berçaient la sieste imposée. Puis c'était l'heure de la diffusion des informations nationales en portugais et des nouvelles régionales en langue locale. Suivait une litanie de noms d'hommes et de villages. Les localités ajustées aux noms propres comme un titre évitaient les méprises, annonçant la mort ou la maladie des uns, le mariage ou le baptême d'autres. Par la radio, on pouvait se saluer d'un village à l'autre, se demander un service, se transmettre toutes sortes de messages, écoutés par toutes les oreilles de la province et rediffusés ensuite de case en case en bus et du bus au village prochain, afin que son destinataire soit bien informé, une fois par la voix des ondes et l'autre par une voix humaine. Allongé à l'ombre du généreux feuillage d'un manguier, Célestino se remettait de sa longue marche de la matinée. Il s'était levé vers 4 heures du matin pour parcourir les 30 kilomètres qui séparent son village de la ville de paix, le long d'une piste de sable rouge sur laquelle les marques du passage d'une Jeep étaient déjà vieilles de plusieurs jours. Peu de véhicules empruntaient ce chemin qui ne menait nulle part, de village perdu en village perdu, jusqu'au bout de l'Afrique. Il avait marché sur cette longue route chaotique, bordée de larges étendues sèches d'où se dressaient les baobabs argentés, ancrés profondément dans le sol et dont les fondations renfermaient l'histoire millénaire d'une contrée secouée sporadiquement par des guerres incertaines entre noirs et blancs du Nord, puis noirs contre blancs du Sud, et enfin noirs contre noirs encore,
guerre qui n'avait pas égratigné la surface de ces châteaux forts enregistrant dans leurs souterrains, tels des sismographes naturels, ces tremblements humains que l'on aurait pu se représenter pour peu que l'on ait su lire l'écriture raffinée des racines entremêlées, dont un nœud de la grosseur d'un poing indiquait la mort d'un être au pied de ces murailles, un nœud de la taille d'un crâne, la disparition d'une troupe entière, nœuds entrecoupés du petit tracé rectiligne des trêves passagères. Les baobabs brillaient au soleil, communiquant entre eux d'un reflet lumineux lancé par l'inclinaison de leur écorce métallique et inondant la savane d'une infinité de sources solaires aveuglantes. Les villages, coupés en deux par la large piste, trop large pour le passage de cette rare jeep, semblaient avoir été ouverts en leur milieu comme un poulet que l'on veut faire griller à la braise et dont on voit les organes encore palpitants de vie à la pompe d'eau que l'on active, à la mosquée qui doucement se remplit, cesser peu à peu leur mouvement dès lors que le four monte à la chaleur de midi. Célestino avait salué sur son passage quelques paysans de sa connaissance s'en allant travailler leur machombasse. Munis d'une bine branlante et réassurés chaque fois au niveau du manche et du soc par un copeau de bois enfilé dans l'espace vide. Leurs vêtements, déchirés jusqu'à la dernière trame et que l'on ne pouvait plus rapiécer par manque de tissu sur lequel coudre une étoffe, pendaient sur leurs épaules comme s'ils s'étaient vêtus de cordes. À la chemise propre, quoiqu'encore trouée, et aux pantalons soignés de Célestino, ils auraient pu deviner qu'il se rendait à la ville. Mais ils n'avaient eu besoin de le deviner car ils avaient entendu le message diffusé la veille à la radio et savaient ce qui avait mis Célestino en route. Ils s'étaient salués selon l'usage qui veut que l'on s'enquiert de la façon dont la journée a commencé. « Comment t'es-tu réveillé ce matin, Célestino ?»« Bien, voisin, bien. Et toi-même ? Comment va la santé ?» avait-il demandé à l'un, avant de se tourner vers l'autre avec la même question sur les lèvres. Puis, il avait continué sa route, croisant de moins en moins de voisins et de plus en plus d'inconnus, jusqu'à l'intersection où la piste de poudre rougeâtre rejoignait la route du sud, goudronnée, qui connaissait le trafic dense de plusieurs jeeps par jour, et même de Chiapas, transportant les personnes sur des banquettes en bois, une fois hissés les bagages et les animaux sur le toit de la camionnette. Célestino comptait à présent son argent, adossé contre le tronc rugueux du manguier. Il savait que la ville, par les frais qu'elle engendrait, monterait à l'assaut de son mouchoir noué, dans lequel les billets chiffonnés, qu'il venait d'étaler devant lui pour en récapituler le montant, étaient cachés. Il y avait 200 000 méticais, plus qu'il n'en avait jamais eu en une seule fois, et moins qu'il n'en aurait besoin. Mais il avait encore une dizaine d'œufs, qu'il pourrait vendre 2000 pièces, et 4 poules, bien maigres, dont il espérait tirer 100 000 méticais. Il avait enfin amené une petite réserve de manioc et de poissons séchés qui lui permettrait de manger sans dépenser. Célestino était un homme maigre et robuste, dont les pieds, plus ridés encore que la face, l'avaient porté le long des 2000 kilomètres de côte, du sud au nord du pays, où il s'était finalement installé, avait fondé une famille, engendré plus d'enfants que sa bouche ne comptait de dents, mais qui tous s'étaient envolés la nuit, attrapés par les chevilles et tirés hors du lit par des esprits malfaisants et incolores dont la fumée scintillante avait pénétré leurs narines d'enfants, les contraignant sous l'effet de cette narcose à ramper dans la cour à reculons, à se vider de leur eau par devant et par derrière, dégonflant comme des baudruches, s'évaporant encore vivants dans les airs, et que l'on avait trouvé au matin, petit tas d'os secs et de peau blanchie, auquel on n'eût pas pris plus garde qu'à un tas de terre n'était cette odeur déchirante qui, maintenue au sol par la fraîcheur du matin, s'était dilatée d'un coup aux premiers rayons encore pâles du soleil. Le choléra avait décimé sa famille, ne lui laissant que sa femme et un fils. Sa femme, éperdue de tristesse depuis cette mousson mortelle, ne se réveillait plus que pleurant, les mains sur la tête, et appelant dans l'ordre de leur disparition chacun de ses enfants auxquels elle souhaitait le bonjour parmi les esprits. Et son fils,
unique survivant de cette hécatombe qu'un miracle douteux avait épargné de la maladie, n'avait plus jamais dormi seul, dormant avec une poule ou un chien auquel il s'accrocherait s'il sentait dans la nuit cette pression terrible sur les chevilles. Le temps avait passé depuis ces morts en chaîne. Pendant 10 ans, la vieille avait récité les noms de tous, se frappant la tête contre le rebord du lit quand un nom lui échappait. Puis elle avait fini par mourir, en prononçant dans un dernier don généreux les noms des survivants. Celestino, Justino. Depuis, Celestino vivait seul dans sa maison du village de Cogolo. À 20 ans, son fils était parti s'installer dans la ville de Paix, où il comptait que la fumée ne pénétrerait pas, comme si la ville était sous cloche, protégée par des dieux innombrables, chrétiens, musulmans, hindous, mais aussi les dieux de son enfance, qui s'y côtoyaient et formaient de leurs mains jointes une barrière contre l'air contaminé. Il y avait monté un petit commerce de bambou qui lui rapportait assez d'argent pour pouvoir espérer un jour avoir une famille qu'il saurait protéger, à l'aide de ses économies et des médecines acheminées par cargo, d'une épidémie qui se serait faufilée entre les doigts de la colonie divine. Quand Celestino se leva et quitta l'ombre qui l'avait abrité, il était déjà l'heure pour les femmes de piler le mil. À entendre le son régulier du pilon, il se rendit compte qu'il était resté longtemps à se reposer. Il demanda son chemin à l'une de ces femmes dont le dos aplati par l'effort transpirait comme une plaque de goudron. « Dis-moi, maman, est-ce que tu connais la maison de Justino de Cogolo ?» La femme réfléchit un instant, interrogea les autres dans une langue que Celestino ne comprenait pas, puis appela son enfant, âgé de 6 ou 7 ans, afin qu'il fût son guide. L'enfant marchait devant, Celestino le suivait de quelques pas. Arrivé devant la maison, l'enfant pointa son doigt en disant dans cette langue inconnue quelque chose comme « C'est là !» puis repartit chez lui en courant. Celestino s'arrêta un instant. « Ainsi telle est la maison de mon fils », se disait-il, et il était heureux de constater que, fidèle à la tradition de son village, son fils avait orné sa façade de formes géométriques, blanches et noires, de frises longeant les angles saillants de la maison, qui lui donnaient à la fois du volume et, aux yeux de Celestino, de la dignité. C'était la seule maison peinte dans toute la ville entière, et tous s'étaient groupés autour de Justino quand celui-ci était arrivé, courbé par le poids des seaux de chaux et de charbon, et s'était mis à tracer des lignes sur le mur en terre qui s'effritait au contact du chiffon et de la brosse. Puis tous s'étaient réunis à nouveau, quand Justino, un peu plus fortuné, s'était remis à la tâche, cette fois avec de la peinture fraîchement arrivée par le cargo. La porte de la maison était close, fermée par un petit cadenas dont l'usage était moins d'empêcher que l'on y entrât, que de signaler, comme un scellé, une visite éventuelle. Celestino se rendit chez le voisin qui déjà l'attendait, averti de son arrivée par son propre bon sens, tenant pour acquis qu'une personne de la famille de Justino, s'il en restait, viendrait sous peu. Il se déplaça lui-même pour ouvrir la porte, avec la petite clé pendue à son cou à l'aide d'une grossière ficelle un peu déplumée, à laquelle était suspendu tout un jeu d'autres petites clés à moitié cassées, traces dérisoires de propriétés ne méritant plus d'être préservées. Il invita Celestino à s'installer avant de venir le rejoindre pour le repas. Au moment où Celestino entra dans la maison, la nuit commençait à refermer son couvercle coulissant sur le ciel incertain. À l'intérieur, il y avait l'odeur de poussière caractéristique des maisons abandonnées à elles-mêmes quelques jours. Celestino déposa ses affaires dans l'entrée, libéra les poules étourdies et flageolantes dans la cuisine dont il tira la porte, puis alluma une lampe à pétrole. La maison était toute petite, construite sur un modèle unique, de sorte qu'il pouvait s'y repérer dans le noir bien qu'il la pénétrât pour la première fois. Il n'avait allumé la lampe que pour se sentir moins seul, trouvant compagnie dans sa propre ombre qui gonfla au premier vacillement de la flamme, puis s'écrasa contre la cloison en suivant les aspérités du mur, offrant une apparence granuleuse et inquiétante quand, tordue par un coin de la pièce,
elle apparut sur 2 pans à la fois, se ramassant sur elle-même dans l'angle, comme un félin se rassemble sous lui avant l'attaque, puis envahit brusquement le mur entier de toute sa masse obscure. Enfin la nuit tomba dans un petit claquement sec. Le soleil éclipsé avait laissé derrière lui un ciel noir d'étoiles qui, en se bousculant, faisait trembloter leur lumière. Celestino se dirigea vers la case du voisin qui déjà remplissait les bols d'une bière de papaye. Ils mangèrent en silence et burent en silence encore, pendant qu'une femme les servait sans bruit. Ils se comportaient en voisins de marque, dont l'hospitalité donnée et l'hospitalité reçue imposaient un respect muet durant tout le repas. Ils partagèrent enfin une dernière bière, en bavardant cette fois, puis Celestino alla se coucher dans le lit de son fils et dormit du sommeil pesant de celui qui, sachant qu'une tâche trop lourde va s'abattre sur ses épaules à son réveil et indifférent à la démesure qui l'attend, s'attache d'abord à reprendre des forces, de toutes les façons insuffisantes mais indispensables pour effectuer le premier mouvement qui, espère-t-il, aura assez d'élan pour entraîner le suivant et tous les autres à sa suite, comme par l'effet mécanique d'une pièce transmettant sa trajectoire aux autres, ou encore, comme ces constructions habiles faites pour distraire les enfants, d'un jeu de petites trappes à ressort qui, en s'ouvrant, libère de l'eau, qui elle-même pousse une autre trappe qui libère encore de l'eau, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'objet s'immobilise dans l'épuisement de sa force liquide. Celestino ne pensait ni au lendemain, ni aux jours à venir, ni aux années passées. Il était tout entier dans cet instant, en équilibre entre la veille et le sommeil, puis entre la somnolence et le sommeil, dont le mouvement de bascule berce les pensées, déjà proches du rêve, et enfin les souffle comme des bougies. Quand il ouvrit les yeux, tous les coqs de la ville en terre étaient déjà en train de se disputer l'air clair du matin pour y jeter leurs cris stridents, se ruant sur un pan de silence pour le déchirer de leur bec aigu et grand ouvert, duquel pointait une langue stupide. L'alternance aléatoire de leurs chants rythmait le lever du jour, comme les tambours, frappés toute la nuit avec la vigueur d'une jeunesse émue par la chaleur, avaient scandé chaque instant du sommeil des pêcheurs éreintés, qui dans leurs songes confondaient le son du tambour et celui, plus sourd, des poissons tombant du filet mouillé sur le bois incurvé du bateau. Et comme le lourd pilon scanderait la matinée, puis le début de la soirée, avant que sa voix féminine ne soit couverte à nouveau par le grave accent du tambour mâle, lui-même rattrapé par le chant animal d'une aube dévolue à la bataille vocale des coqs. Il suffisait d'écouter le martyre du silence pour se situer dans une journée dont la clarté sans nuance n'offrait aucun repère, n'était le mouvement des ombres qui s'ajustaient au son du jour, disparaissant progressivement avec eux et annonçant le triomphe du silence aux heures les plus chaudes, comme si chaque objet, perdant son double effacé par le zénith, perdait également sa faculté sonore et se taisait dans l'attente du retour de son ombre imprimée au sol par une lumière oblique. Les poules enfermées dans la cuisine s'affolaient de ce concert de mâles inconnus et s'entrechoquaient dans leur espace exigu, perdant désespérément l'équilibre les unes sur les autres, comme si le plancher, oscillant doucement, se dérobait sous leurs pattes, alors que c'étaient elles qui, dans leur courant vol, perdaient contact avec le sol pour retomber sur le dos des autres, lourdes et poussiéreuses. Celestino vint les délivrer de leur émoi pour les transporter, caquetantes et épuisées, dans le poulailler à présent vide de son fils. Il les saisit une par une, puis les renversa toutes les 4 en les tenant par les pattes. Elles pendaient, la tête en bas, balançant au pas de Celestino comme un bouquet de fleurs désolées. Sur le pas de la porte, il trouva un baquet d'eau que la femme du voisin avait déposé à son intention afin qu'il puisse prendre un bain sans aller lui-même à la pompe réservée à cette heure matinale aux femmes auxquelles il eût dû se mêler en s'installant dans la file et, contraint par 1000 questions qu'elles oseraient poser, comme si la ville, par les nouveautés quotidiennes qu'elle offrait, arrivée de personnes, de marchandises, de maladies et de journaux, aiguisait une curiosité laissée en friche dans les villages où rien n'arrivait qui ne soit attendu depuis des mois, auquel il eût été obligé de raconter sans cœur ce qui l'amenait là.
Il prit le baquet en aluminium, versa de l'eau dans une cruche en terre cuite, se réservant de quoi boire dans la journée, en versa encore pour les poules, puis, à l'abri d'une cloison de bambou, se lava à l'aide d'une noix de coco évidée qu'il utilisa comme gobelet pour faire couler l'eau sur son corps desséché par la longue marche de la veille. Tout en se nettoyant, il passait la main sur son torse pour sentir les petites bosses, à peine plus enflées qu'un bouton de moustique, acquises en devenant adulte lors d'un rite de plusieurs jours qu'il avait amené, lui comme ses compagnons du même âge, loin dans le matou, si loin qu'on n'entendait plus ni les tambours ni le pilon, mais seulement le ronronnement effrayant de la savane, s'amusant à faire croire qu'elle recélait, derrière ces longues herbes jaunies, des êtres plus dangereux encore que les lions et les éléphants qui s'y dissimulaient réellement, et qu'il devait avec patience et terreur dénicher, puis vaincre, afin d'en ramener la peau ou les défenses. Et qu'ils se voyaient déjà abattre de leurs flèches, lancées en même temps sur l'animal, dont le dernier souffle emplirait leurs poumons soudainement matures de respirer l'haleine fraîche d'une mort qui ferait d'eux des hommes. De retour au village, ils avaient raconté comment la bête s'était transformée en démon de plusieurs sortes, proférant des oracles éclatants, avant de s'étaler devant eux, sous sa forme initiale, sur laquelle restaient les traces du présage, inscrites dans la croûte épaisse de l'éléphant ou dans les plis des babines raidies du fauve. Ils avaient su à l'avance quel récit ils feraient de leur échappée secrète dans les terres non labourées, pour l'avoir entendu tant de fois dans leur enfance, raconté par leurs aînés, qui en étaient revenus les yeux gonflés d'orgueil et de mystère, et les joues encore secouées par les révélations du monstre agonisant, qui leur avait appris, dans une langue nouvelle, ce qui ferait vraiment d'eux des hommes. Au dernier jour du rituel, Celestino avait été placé au centre du village avec ses jeunes compagnons, les yeux bandés par la main de sa promise, qui de son côté avait aussi répandu le sang sans même avoir à tuer une bête sauvage, en restant assise, les yeux mi-clos, pendant que la matrone lui peignait les cheveux, tirant sur les mèches entortillées et crépues pour les tresser de manière savante, en dessinant sur son crâne rond des formes géométriques parfaitement alignées. Et il avait senti sur son torse nu, juste au-dessus de ses tétons marrons, une brûlure, ou plutôt de petites piqûres produites, il le savait, par un bâton de bambou dont la pointe taillée et trempée dans une encre d'un vert sombre inscrivait la marque indélébile de sa venue au monde des hommes. C'étaient ces petites cicatrices qu'il touchait maintenant et qu'il touchait chaque fois qu'il recherchait un courage qu'il ne pouvait trouver à l'extérieur, mais qu'il devait faire surgir du plus profond de lui-même, du fond de sa poitrine, qui avait toujours répondu à cet appel en répandant autrefois dans ses muscles une sagesse que sa jeunesse ne lui permettait pas d'avoir, et aujourd'hui dans son cœur une énergie que son âge lui refusait. Il avait dans le dos d'autres marques oubliées depuis longtemps et dont la forme de pirogues aplaties laissait clairement entrevoir qu'un bâton s'était abattu sur sa peau tendue, la lacérant terriblement jusqu'aux os. C'était le jour où il avait appris que la guerre n'était pas un de ces récits formidables que l'on raconte de case en case pour effrayer les jeunes gens, mais que la guerre, bien que parfois irréelle, car l'on ne voyait rien et l'on n'entendait rien, prenait soudainement l'apparence d'hommes armés, arrivés on ne sait d'où, criant et vociférant, qui attrapaient les mâles par les cheveux, les frappaient jusqu'à ce que la pirogue sanglante se montre, puis leur donnait le choix de mourir ou de les suivre. Ceux qui avaient eu l'affront de mourir prématurément sous les coups étaient frappés à nouveau, afin que leur corps désarticulé tressautasse misérablement. Il avait encore beaucoup d'autres marques, sur les chevilles, les mollets, les cuisses, les avant-bras et le cou, qui toutes racontaient une histoire, si bien que le corps entier de Celestino était couvert de hiéroglyphes que l'on aurait pu faire parler si lui-même ne leur imposait un mutisme pudique en les recouvrant d'un peu de terre mouillée, d'une sorte de boue qui en séchant ne craquelait pas, mais prenait au contraire la texture sombre de sa peau. Seules les pirogues naviguaient à l'air libre, inaccessibles à la main de Celestino et même à sa mémoire, emplie d'autres événements qui, comme la boue, avaient recouvert les coups de bâton. Après son bain, Celestino déjeuna d'un bol de chima qu'il savait préparer en mouillant la farine de manioc d'eau chauffée
et enfin, il n'eut rien d'autre à faire qu'aller à l'hôpital, rejoindre son fils Justino, succombant, malgré ses précautions, aux assauts d'une étrange maladie qui absorbait ses derniers muscles en les aspirant de l'intérieur, comme une éponge. Ce n'est pas Celestino qui avait entendu le message radiophonique. La nouvelle, comme un souffle d'air chaud exhalé de bouche en bouche, était venue effleurer sa nuque, déjà endolorie par la charge de pierre qu'il transportait depuis le matin hors de son champ afin de le rendre propre au labourage. Pendant que Celestino rassemblait les pierres infertiles en un tas ridicule au regard de l'effort infini de son dos, de ses bras et de son cou brûlant de fatigue, le message avait coulé lentement sur les ondes radio, comme une lave épaisse, revenant par vagues régulières toutes les 6 heures pour goûter, jaune et amer, dans une oreille alertée par ses noms familiers. Justino appelle son père Celestino de Cogolo. Une oreille aussitôt meurtrie par cette charge chaude et poisseuse qu'il faudrait acheminer à la case voisine, à la suivante, puis à celle enfin de Celestino, désertée depuis le matin, devant laquelle toutes les oreilles douloureuses et les bouches pleines du message visqueux se seraient assemblées et arrêtées jusqu'à ce que des lèvres s'entr'ouvrent pour désigner celui qui irait au champ déverser ses mots gluants sur la nuque déjà endolorie de Celestino. C'est Massamba qui fut envoyé, en vertu de son âge proche de celui de Celestino, de sa case proche elle aussi de la sienne, en vertu encore de sa langue habile, qui seule saurait rendre légère et fluide la nouvelle écrasante d'une mort qui s'annonce. Quand Celestino avait vu le nuage de poussière précédant la silhouette de Massamba, il avait lâché les pierres à ses pieds, s'était frotté les mains, s'était retourné et avait attendu, immobile, que le message l'atteigne dans le dos. La poussière avait couru devant Massamba, comme pressée de se déposer en petits tourbillons endiablés sur le crâne humide de Celestino. Celui-ci l'avait entendu venir, il avait entendu son chuintement sableux, l'avait senti crépiter autour de lui et agacer sa peau fatiguée. Absorbée par la sueur, elle s'était enfin tue, et ce fut au tour de Massamba d'irriter l'air oppressant que Celestino respirait au travers de sa chemise, tenue d'une main sur son visage. Massamba avait annoncé la nouvelle en quelques mots. Puis il avait entamé un long discours, mêlant dans le désordre la mémoire des anciens, la sagesse des dieux et la misère des hommes. Massamba s'était tenu droit, face au dos de Celestino, et avait parlé longuement, s'éloignant de plus en plus de la nouvelle qu'il avait amenée là, racontant même quelques anecdotes du village survenu la veille. Il avait évoqué des souvenirs de jeunesse, souvenirs de pêche et de bêtises d'enfants. Il avait récité des poèmes et parlé jusqu'à ce que les épaules avachies de Celestino se redressent lentement, que son dos prenne la stature du dernier survivant de la famille, stature qu'il s'était cru permis de léguer à un fils décidé à survivre, mais qui, par malheur, était frappé d'un mal que les médecines du cargo ne pourraient pas soigner. Massamba avait continué à parler, tout en s'éloignant progressivement de Celestino, et il parlait toujours, alors même qu'il n'était plus à portée de voix. Celestino était resté longtemps immobile, tournant le dos aux traces lourdes de l'allée et venue du message. Une fois sorti du quartier en terre, la route de l'hôpital était simple à trouver. On lui avait montré du doigt le Palacio, en haut de la colline, et dans un large mouvement, le doigt avait obliqué vers la droite, se fixant, en tremblotant comme l'aiguille d'une boussole, sur la ligne verte tracée par les palmiers derrière lesquels se tenait l'imposante bâtisse coloniale de l'hôpital provincial. Mais auparavant, il fallait tourner dans un dédale de rues sableuses qui souvent s'avéraient être des impasses, obligeant à revenir sur ses pas, puis à faire une boucle autour d'un lot de maisonnées accoudées les unes aux autres et à retrouver d'un regard jeté en l'air le petit rectangle blanc du Palacio que l'on devinait à peine de là comme une dent de lait naissante. Enfin, Celestino parvint à la rue principale. Une route goudronnée sur laquelle circulaient les quelques véhicules que comptait la ville et qui indiquait la frontière entre le quartier traditionnel
et l'ancienne cité portugaise. Les façades crevées par des vérandas abandonnées, les maisons en ciment se décoloraient doucement, prenant la teinte nostalgique de pastels trop dilués. Au centre de jardins assoiffés dont les plantes semblaient gratter la terre de leurs racines mourantes, elles se tenaient droites et fières de leur splendeur passée, les murs gonflés de cet orgueil que gardent, jusqu'au dernier moment, les êtres et les choses dépérissants qui se savent perdus, mais qui maintiennent, par une tension sublime, l'apparence d'une vie à venir. Celestino longea ces maisons devant lesquelles, chacune d'elles, un gardien assis, immobile, s'occupait à attendre la relève du soir, d'une attente mûre et placide que rien ne saurait agacer. Il passa comme une ombre fatiguée que les gardiens, absorbés par leurs tâches muettes, ne virent même pas. Il était encore tôt, mais la fraîcheur du matin, cristallisée à l'ombre des maisons, avait couvert le sol de ses copeaux humides avant de s'évaporer doucement en soulevant la poussière. Celestino parvint au pied de la colline. Il leva les yeux sur la pente à gravir, qui semblait moins ardue qu'elle ne l'était réellement, écrasée par une lumière déjà pesante qui effaçait les reliefs et gommait le dénivelé de sa clarté uniforme. Il s'arrêta un instant avant de s'engager et regarda autour de lui comme s'il cherchait encore son chemin, ou comme s'il cherchait une alternative à son projet matinal, tout en sachant que cette pente, ainsi que cette visite à son fils, lui était destinée depuis le moment même où, laissant tomber les pierres de ses mains, il s'était retourné sur les traces poudreuses du message enrobé dans un linceul de discours presque chantonné et avait pris la route pour la ville de paix. Il n'avait d'alternative que de gravir cette pente ou de gravir cette pente, puis d'obliquer vers la droite, comme le lui avait indiqué la pointe aimantée du doigt qui se tournait maintenant dans son esprit comme l'index impératif du devoir qu'il envoyait par ce mouvement sec accomplir ce qui ne lui revenait pas d'accomplir, soit de recueillir les dernières paroles de son fils, alors même que c'eût dû être lui qui les confia à ce dernier. À cette heure-là, les boutiques de la ville étaient encore fermées et le resteraient jusque tard dans la matinée, longtemps après le lever du soleil. Il n'y avait dans la rue que les écoliers qui, vêtus de leurs costumes bleu marine, se rendaient sans hâte vers l'école où, avant de commencer la classe, ils chanteraient en chœur l'hymne national en maltraitant la mélodie. Habitués à l'effort inutile que l'humidité, la poussière et la chaleur, comme une taxe prélevée sur le mouvement, faisaient peser sur chacun, Celestino marchait sans peine, et n'était cette infime tendance à ralentir à l'ombre des frangipaniers dont le parfum doucereux tombait lourdement sur les passants, on aurait pu dire qu'il avait déjà abordé la montée. Elle semblait s'étirer sous le pas comme une bande élastique échauffée qui se fait plus molle et plus longue. Sous l'effet d'une perspective outrée par l'œil exaspéré de lumière, les trottoirs de l'avenue menant au Palacio semblaient se resserrer, comme les versants d'un triangle dont le sommet disparaît sous le feuillage dru d'arbres plantés trop serrés et dont les branches, se gênant les unes les autres, combattaient silencieusement pour occuper l'espace. En y regardant bien, on pouvait remarquer que seul le versant est de l'avenue était bordé d'arbres vigoureux étendant leur ombre moelleuse sur le ciment, tandis que sur le trottoir d'en face, le chétif feuillage d'arbrisseaux fatigués, laissant passer à grandes eaux le flot de lumière, n'inscrivait sur le sol pas même l'ombre d'une ombre. Il cheminait, repensant à la veille et aux paroles qui l'avaient amené à fermer la porte de sa maison en la bloquant d'une pierre avant de s'en aller. Il revoyait son vieil ami Massamba arriver d'un pas lourd jusqu'à son champ où il était en train de préparer la terre pour les prochaines semences. Massamba qui marchait tout en tressant une corde de chanvre dont il tenait le rouleau entier sous le bras, ce qui eût pu lui donner l'allure anachronique et improbable d'un Écossais avec sa cornemuse, et qui l'appelait de son nom d'initié. « Hola, Celestino. Hola, Montborosa. Je t'apporte une triste nouvelle. Ton fils te fait appeler par la radio.
Il meurt et veut te dire au revoir. » Le poids de ce souvenir le courbait plus que la chaleur, plus que la pente à gravir, plus que ce qu'il était en train de faire finalement, rendre visite à son fils mourant. Absorbé par ses pensées, c'est à peine s'il entendit qu'on lui parlait. « Et toi là, le vieillard, t'as rien à faire là !» Célestino releva la tête. Le mouvement circulaire et mécanique de son menton, levé trop haut sous l'effet de la surprise, indiqua que le vieil homme ne voyait pas d'où provenait la voix. Puis le menton aveugle se stabilisa dans un petit tremblement imperceptible, face au soldat qui, un fusil négligemment pendu à l'épaule, s'approchait. Vêtu d'un uniforme gris flottant autour de son corps osseux, le tissu reposant sur des épaules si pointues qu'on eût dit un cintre métallique, le soldat avançait d'un pas ennuyé, comme si ses pieds avaient autre chose à faire que de le porter. « Ici, c'est le trottoir du gouverneur !» dit-il en indiquant d'un sourcil le Palacio. « On peut pas marcher là, il faut traverser !» Célestino le regarda sans comprendre, mais suivit le bras du soldat qui vacillait en l'air telle une pancarte trop lourde, et, sans un murmure, entreprit de traverser l'avenue partagée en son milieu par un terre-plein contre lequel il trébucha. Ce faux pas le fit se retourner et contempler du haut de la colline enfin gravie une partie de la ville de paix qui s'étendait jusqu'à la mer. Au loin, les voiles blanches des Casquignas tremblotaient au vent, incertaines et fragiles comme des ailes d'oiseaux cassés. À cette distance, on n'apercevait plus la texture improbable de ces voiles composés de sacs de riz indiens cousus les uns aux autres, sacs eux-mêmes raccommodés avant d'être assemblés et sur lesquels les lettres d'un alphabet inconnu, traces de leur provenance exotique, donnaient aux voilures un air de drapeau de prière, telles ces étoffes lointaines exposées au vent chargées de disperser le message sacré inscrit dans les fibres. Il y avait également des voiles noires, qu'un œil étranger eût pris pour un mauvais présage, et dont les pêcheurs usaient afin que le reflet de la voilure n'effrayât pas les poissons. Ceux-ci abondaient sur cette partie de la côte, si nombreux et énormes que la petite friture ramenée quotidiennement par les hommes en paraissait d'autant plus ridicule. La vente des poissons, disposée en petits tas de la largeur d'une paume de femme, se faisait bercer par le ronflement régulier de chalutiers qui, loin, très loin, sur la ligne d'un horizon jamais atteint, déroulaient des cylindres de filets placides et efficaces dans lesquels se perdaient les nageoires les plus furieuses. Le ventre plein, les chalutiers repartaient vider leurs cales dans des fabriques où la chair des poissons de toutes espèces serait conditionnée sous une forme cubique et transportable, puis acheminée vers des marchés autrement plus éloignés. Célestino laissait voguer son regard au gré des voiles, puis le ramena lentement, d'une lenteur presque douloureuse, à la pointe de ses pieds. Dans ce mouvement, il crut percevoir quelque chose. Il recommença posément, de la mer vers ses pieds, puis de la pointe de ses pieds vers la mer. Il fut saisi de ce qui se dessinait dans le lent va-et-vient de son regard. Face à la mer, à main droite, toute l'avenue était plongée dans une ombre solide et bienfaisante, dont le souffle frais glissait derrière son oreille, sur sa nuque et son aisselle, jusqu'à hauteur du terre-plein. Face à la mer, à main gauche, la clarté aveuglante de la route et du trottoir faisait plisser les yeux, et la chaleur qui s'en dégageait lui parvenait doucement, se glissant derrière son oreille, sur sa nuque et l'aisselle. Sa colonne vertébrale, alignée au terre-plein, marquait la séparation de l'ombre et de la lumière. Célestino frissonna et regarda machinalement le soldat qui, de sa place en faction, le scrutait d'un air amusé. « Ici, c'est l'ombre du gouverneur !» cria-t-il encore une fois, cependant que lui et son comparse se tenaient de chaque côté d'un énorme portail incendié par une flaque de lumière dans laquelle ils mijotaient lentement alors qu'un pas de côté leur eût assuré une fraîcheur bienveillante. « L'ombre du gouverneur, l'ombre du gouverneur !» maugréa Célestino en hochant la tête. Le gouverneur possédait donc l'ombre de la seule avenue de la ville.
avenue qu'il ne parcourait jamais autrement qu'assis sur la banquette arrière d'un véhicule climatisé, confort dont Celestino n'avait pas idée, ses narines, son crâne ou ses reins n'ayant jamais expérimenté la sensation de cet air réfrigéré, diffusé bruyamment par la chaufferie du moteur, dont il fallait prudemment se protéger d'un foulard noué autour du cou afin de ne pas refroidir brusquement un corps fatigué de transpirer, qui s'engouffrait en hurlant dans l'allée du Palacio. À cette occasion, rare toutefois, la circulation piétonne et motorisée était bloquée 1 heure avant le passage du véhicule officiel, reconnaissable au fanion triangulaire qui, planté de chaque côté du capot, frétillait follement. On patientait jusqu'à l'arrivée des motards précédant le convoi, puis du convoi lui-même, et enfin des derniers motards qui avertissaient en zigzagant paresseusement que la route était libre. Les jambes reprenaient leur mouvement avant même que l'esprit se soit ressaisi, et chacun, interrompant bientôt le cours des pensées brouillées par la stridence des sirènes, se dirigeait à nouveau vers ce que la journée lui avait réservé. On ne prenait pas garde à cette longue attente sous un soleil battant, habitué que l'on était à se poster pour une raison ou une autre en attente de quelque chose qui viendrait ou pas. Et personne n'avait l'idée de la mesurer à l'aide d'une montre, d'une horloge ou de n'importe quel instrument de mesure tel qu'un chapelet ou encore le décompte machinal de piécettes contenu au fond d'une poche qu'un pouce habile fait rouler en cadence. L'ombre de l'avenue, ainsi dévolue au gouverneur sans que celui-ci n'eût même à en jouir, était devenue, dans une contraction inventive du langage militaire, l'ombre du gouverneur. Ombre qui plana dans l'esprit de Celestino, tant et si bien qu'il finit par voir se dessiner de façon fantasmagorique la silhouette volante du chef de la province, tel un épouvantail aux bras écartés et qui riait, le vent dans les branchages favorisant l'illusion, d'un souffle asthmatique. La poitrine de Celestino se comprima, et progressivement, la silhouette arrogante et pénible du gouverneur se mua en celle, non moins pénible, mais frêle et passagère, de son fils, qui, les bras en croix, évoquait un personnage mythique que Celestino ne reconnut pas. Il accéléra, du moins le crut-il, étourdi par le bref bourdonnement que la crainte d'arriver trop tard provoqua. La distance qui le séparait de l'hôpital n'était plus très longue. La route tournait sur la droite, une large route goudronnée, bordée de palmiers malades dont les troncs, insérés dans le ciment, étaient rongés par un insecte invisible qui, œuvrant de bas en haut, finissait par décapiter les arbres. La route parcourait la crête de la colline dont chaque flanc donnait sur la mer. D'un côté, la pleine mer, océan bordé par un autre continent. De l'autre, une baie si vaste que la rive l'enserrant n'en était plus visible. Et, face à la route, l'embouchure de la baie, tel un fleuve amazonien dont l'eau s'écoulait dans un sens, puis dans l'autre, au rythme des marées. À cet instant, Celestino se trouvait sur le point précis où la ville de paix révélait toute sa magnificence et où les flots lointains dessinaient un parfait arc de cercles marins qui ne se distinguait du ciel que par le reflux des vagues. C'était presque le plus bel endroit au monde, dont le rayonnement magnifique était cependant atténué par la proximité attristante du centre de santé qui, portant mal son nom, n'attirait dans son sein que ceux qui en étaient justement dépourvus. La bâtisse d'un blanc sale et bordée d'une large bande bordeaux sombre portait les teintes que l'on trouverait à l'intérieur, des linges grisâtres tachés de sang. Elle était imposante avec son large escalier menant au hall central où une foule s'amassait depuis l'aube. Une vieille ambulance grêlée de rouille, dans laquelle avait été jetée une civière dont le matelas en plastique déchiré avait porté son lot de mourants, était garée sur le trottoir d'en face et attendait qu'un mécanicien la ranime, ou plutôt qu'un comptable se souvienne que l'argent réservé à l'entretien du matériel devait lui être attribué. Parquée depuis 3 mois, sous les pluies et le soleil, l'ambulance s'était couverte d'une poussière brune, recouvrant les lettres la désignant. Ses pneus s'étaient dégonflés, et l'huile de vidange écoulée sur le sol marquait le goudron d'une flaque graisseuse. L'ambulance était là, présente et impuissante,
symbole matériel de ce que ressentaient en fin de compte les infirmiers et les docteurs qui, eux aussi, présents et impuissants, prescrivaient des remèdes dont la pharmacie était dépourvue, pansaient des plaies qui ne voulaient pas se refermer, expliquaient des posologies dont aucun patient ne se souviendrait et diagnostiquaient un mal, celui dont Justino souffrait, contre lequel ni remède, ni soin, ni bandage, ni prière ne pouvaient rien. Ce mal était d'abord apparu sur quelques affiches collées au mur de la ville et vite arraché par les petits doigts désœuvrés des enfants qui s'amusaient à en décoller les coins, puis à tirer sur le papier qui se déchirait en un crissement agréable jusqu'à ce que les lambeaux imprimés soient laissés à l'abandon sur le sol, où d'autres petites mains viendraient jouer avec, les roulant en petits tubes que l'on placerait sur un œil, longue vue dérisoire offrant l'illusion de voir sans être vu. Puis le mal avait fait l'objet d'avertissements radiophoniques, détaillant les symptômes de la maladie, tels que des dents soudainement branlantes, une décoloration légère du dos de la main, des orteils qui s'entrecroisent progressivement, un frisson au bas du dos et toute une série d'autres bizarreries auxquelles s'ajoutaient celles créées par l'imagination apeurée de la population, rendue perplexe par l'arrivée d'une nouvelle maladie qui allongeait la liste déjà assourdissante des maux tropicaux. Il y avait une autre série d'annonces relatives aux choses à faire, fumer une pipe à la tombée de la nuit ou changer de savon à la pleine lune, et à ne pas faire, regarder un chat dans les yeux ou rendre invisible à quiconque la plante de ses pieds pour se mettre à l'abri, et qui, se mêlant aux croyances ancestrales, renforçait les petits gestes quotidiens censés prévenir l'agacement éventuel d'êtres supranaturels. Enfin, les propos concernant le sang et la semence furent évidents pour tous, car l'on s'était toujours méfié de la gluance propre à ces liquides. On avait beaucoup parlé de ce mal nouveau, puis, s'étant habitué à lui, il était entré dans la grande famille des raisons de mourir, telles que la malaria, la famine, la contrariété, la tuberculose, le mauvais œil, et plus implacable encore, la destinée. D'aussi loin que Célestino aperçut l'hôpital, il s'arrêta. Ses jambes raides comme des échasses tremblèrent si soudainement qu'il en chancela et s'adossa au tronc rugueux d'un palmier. Il ne ressentait rien, n'était ce balancement accru de son buste auquel ses jambes avaient transmis leur mouvement. Un petit garçon qui passait par là lui proposa des cacahuètes qu'il acheta sans y penser et dont il se fourra une pleine poignée dans la bouche. Dans une sorte d'ivresse mentale, il se répétait « Bon, allons-y, nous y sommes. Bon », sans bouger d'un pouce, statue du commandeur, comme si, incarnant lui-même l'ange annonciateur dont la faux couchait au sol les vies terrestres, c'était lui qui portait la mort, alors qu'il allait au contraire à la rencontre de celle qui, s'étant désintéressée de lui, se penchait à l'instant sur le lit sale d'un fils courageux qui, patient et résigné, attendait qu'elle obstruât sa bouche et ses narines de sa main translucide et ferme. Déjà, l'air raréfié ne passait plus que difficilement entre ses dents serrées comme un piège à loup et, tel un gaz, lui brûlait la gorge. La somnolence du fils semblait se transmettre au père dans un flottement empathique et immatériel. Soudain, Célestino se reprit sous l'effet de la toux qu'une cacahuète provoqua, brisant le charme qu'il avait maintenu absent à lui-même, et revenu à lui, il partit sans plus une hésitation vers le destin de celui qui, os de ses os, se consumait, et dont la chair, pauvre paraffine blanchâtre, s'affaissait lentement. Célestino venait maintenant ajouter au tableau final la touche ultime d'un adieu savamment composé de silence qui résonnerait en se heurtant au mur de la chambre, et de ces paroles simples, lisses et capables cependant d'envelopper l'âme du futur défunt dans un cocon et de la porter sans heurts jusqu'à ce que la nuit l'emporte. La foule qui encombrait le hall de l'hôpital ne remarqua pas le passage de Célestino. Compacte et bruyante, elle rendait difficile l'accès à l'intérieur de l'édifice, manifestant ainsi qu'aucune situation, aucun patient ne pouvait raisonnablement prétendre à l'urgence, et à l'inverse, que seul un petit nombre de ceux qui avaient réussi à pénétrer retrouveraient l'issue principale. Des hommes, femmes et enfants,
les parents des malades, étaient assis un peu partout au milieu de casseroles, ustensiles de cuisine et ballots de linge propre apportés pour préparer le repas et changer draps et habits. Des patients stationnaient devant une pièce réservée à la visite médicale qui déterminerait en un rapide tapotement de stéthoscope et du plat du manche d'une cuillère écrasant la langue le service dans lequel ils seraient hospitalisés. Examen qui s'achevait souvent par la remise de quelques comprimés d'aspirine et le renvoi sans formalité à la maison. Une ou deux femmes enceintes, si grosses qu'elles levaient les bras au-dessus de leur tête pour respirer, patientaient sans s'inquiéter du durcissement régulier de leur ventre annonçant le début du travail, et se résignaient à ne pouvoir s'allonger qu'au dernier moment, quand la salle d'accouchement fraîchement libérée ouvrirait ses portes à deux battants comme deux jambes qui s'écartent, et dans laquelle, silencieuses et concentrées, elles entreraient avant d'ouvrir à leur tour leurs cuisses au passage d'un être dont la puissance et la détermination les broieraient sans repos jusqu'à ce qu'il pénètre lui aussi, humble et visqueux, d'une odeur animale et chaude, dans cette salle dont ils seraient tous deux, la femme et l'enfant, bientôt expulsés, avant que le petit n'ait eu le temps de saisir dans un tâtonnement aveugle le téton déjà mouillé de la mère. Une fois ce barrage humain franchi, Célestino se retrouva face à une immense allée qui s'ouvrait à intervalles réguliers sur des couloirs latéraux sombres et bas de plafond, à l'entrée desquels une inscription mentionnait la spécialité médicale, pédiatrie, gynécologie, chirurgie et médecine. Bien que ne sachant pas lire, il se dirigeait sans se tromper dans ce dédale de couloirs, passant devant des portes entr'ouvertes qui laissaient voir la scène, toujours la même, de ce que bientôt lui-même allait vivre. Une fesse posée sur un lit, le dos là, quelqu'un tient la main d'un malade et passe de temps à autre un linge humide sur un front humide. Célestino luttait contre un étourdissement latent dû à la chaleur sourde rayonnant des murs en ciment. Des ventilateurs tournaient lentement, sans parvenir à rafraîchir l'atmosphère lourde de pressentiments. Des gémissements, des psaumes murmurés, des disputes, des silences, le grincement de chariots, le pas traînant d'infirmiers s'imbriquait jusqu'à former un halo sonore paisible et terrifiant. Son malaise s'amplifiant devant une porte fermée, il comprit qu'il était arrivé. Il poussa la porte, et la tristesse de plomb, qui telle une armure sur mesure s'était ajustée à son corps de vieillard, se brisa, libérant sa poitrine opprimée. Une sorte de joie naïve, la joie ressentie à l'idée de retrouver quelqu'un perdu de vue depuis longtemps, dessina alors un sourire enfantin sur son visage. À son entrée, une femme jeune encore, bien que ses mains et ses pieds aux ongles jaunis et effrités eurent la texture de la peau d'une tortue, s'approcha de lui d'un pas si léger qu'il ne remarqua pas qu'elle portait sur son dos un gros bébé solidement arrimé par une capulana, les petits pieds coincés sur les hanches de la mère. Elle salua son beau-père et s'enquit de sa santé. « Bonjour, père. Comment va la santé ?»« Bien, ma fille, bien. Et toi-même, comment te portes-tu » Ils firent durer les salutations. Lui, passant en revue les enfants du couple, elle, évoquant chaque villageois de Cogolo, offrant ainsi au mourant quelques minutes supplémentaires avant que ses yeux, comblés à la vue du père, ne se ferment définitivement. Enfin, se tournant vers le lit installé près de la fenêtre, au fond d'une chambrée de 6 lits, elle murmura « C'est la fin ». Célestino acquiesça d'un clignement d'yeux et la suivit, traversant la salle où d'autres hommes allongés, les joues creuses, se réservaient jusqu'à l'arrivée de celui ou de celle qui viendrait les apaiser. Il avança jusqu'au pied du lit en fer sur lequel Justino se tenait recroquevillé, roulé en boule sous une couverture, si bien que l'on ne voyait qu'une bosse étrangement semblable à cette autre bosse, bien vivante celle-ci, qui, accrochée au dos de la femme, émettait des miaulements de nourrisson. Il s'approcha et s'agenouilla près de son fils. « Justino, père, je suis là. C'est bien. »
Le vieillard commença à parler, sans chercher à voir le visage de son fils. Il raconta à voix basse son voyage depuis le village jusqu'à la ville de paix, le félicita pour son dernier né, donna des nouvelles de chaque villageois de Kogolo et, d'un sujet à l'autre, parla sans discontinuer jusqu'au soir. Il avait pris entre-temps la main de son fils qu'il caressait d'un pouce distrait. De temps à autre, Justino grommelait un « Je me souviens » à l'évocation d'anecdotes que son vieux père tirait de sa mémoire comme des poissons que l'on fait remonter à la surface d'un large coup de nacelle. Et, pareils à ceux-ci, les souvenirs frétillaient en un joyeux mélange de récits riants. Le vieux parlait, et la bosse acquiesçait, souriait, pleurait et se taisait, absorbant avec avidité le flux ininterrompu de cette vie passée dont les détails venaient s'inscrire une dernière fois sur l'écran des paupières fermées. Un récit qui se déroulait maintenant chronologiquement. L'enfance de Justino, le rite de passage de Justino, son départ pour la ville de paix, et qui, dans une coïncidence parfaite avec la réalité, parviendrait à son terme quand le souffle silencieux de celui dont on parlait s'éteindrait. Celestino s'épuisait à alimenter son histoire qui, lentement, comme une source, se tarit. La bosse s'était tue, et un air froid chuinta par un interstice de la couverture mal fermée. Appuyé contre le tronc d'un arbre à cajou, Celestino contemplait d'un air réjoui son champ, pauvre espace de terre stérile, recouvert de pierres et inondé d'un soleil radical qui faisait trembloter la surface du sol en un mirage propre au climat désertique. Son sourire s'élargit doucement au souvenir des dernières heures passées dans la ville de paix et ne cessa de grandir, donnant au visage du vieil homme un air à la fois serein et dément. Celestino leva les yeux au ciel, plongeant son regard dans la mare incandescente du soleil. Il commença à rire silencieusement, puis bruyamment, puis rageusement, et enfin joyeusement, laissant ses yeux fondre aux rayons solaires. Il avait quitté l'hôpital au milieu de la nuit après que son fils, maintenant déplié et allongé sur le dos, avait, comme une jarre en terre, absorbé la fraîcheur du soir jusqu'à ce que son sang ait pris une température de reptile. Celestino était alors retourné dans la maison de celui qu'on appelait Justino, et avant de se reposer quelques heures, avait écrasé dans une cantine en aluminium, herbes, talismans et autres ingrédients de sa connaissance afin d'obtenir une poudre grisâtre dont la finesse de cendre était agréable au toucher. Il faisait encore nuit quand Celestino s'était relevé, avait rassemblé ses affaires et était reparti en direction de l'avenue du Palacio. Il y était parvenu au moment où la nuit, retroussant sa lourde robe, avait laissé paraître la clarté vaporeuse d'une aube bleutée. Il avait une dernière fois contemplé l'avenue, dont le trottoir de gauche, planté d'arbres colossaux dont les feuillages formaient un toit naturel, semblait s'enfoncer dans le sol sous le poids de cette forêt urbaine, et dont le trottoir de droite, dénudé, paraissait flotter en l'air comme une embarcation gitant au vent dont on ne verrait que le flanc de la coque hors de l'eau. Celestino s'était accroupi au pied de chacun des arbres du gouverneur, y avait déposé quelques pincées de cendre et était reparti sans bruit, se déplaçant avec la légèreté d'une ombre qui glisse sur le sol sans y laisser de traces. Il n'avait pas encore quitté paix que déjà un vent sombre, ramassé au pied de l'avenue, s'était déplacé sur cette seule partie de la ville, arrachant méthodiquement de sa force invisible chaque feuille de chacun des arbres et les déposant aussitôt mortes en un tapis sur le goudron noir du trottoir du gouverneur. Les fleurs des frangipaniers avaient tremblé sur le sol avec un bruit métallique et s'étaient fendillées, laissant les pétales cliqueter dans le vent. Leur odeur poudreuse était devenue nauséabonde, une odeur de fer rouillé et de miel fermenté. Il avait fallu quelques minutes à peine pour que l'avenue,
qu'on n'appellerait plus jamais l'avenue du Palacio, se retrouva nu, planté de troncs desséchés que le soleil du matin commençait déjà à grignoter. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra, pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra, pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Flores brotando do chão do teu suor, pelos montes, pelos rios, pelo mar. Nós juramos por ti, ó Moçambique, nenhum tirano nos irá escravizar. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra, pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra, pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos